Merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Max sur i24 News. Au programme aujourd'hui, fraude fiscale, blanchiment d'argent, manipulation des taux de change. Les grandes banques sont bel et bien ces derniers mois en zone de turbulence. Deutsche Bank, HSBC et en plus les résultats ne sont plus là. Peut-on parler d'une crise, voire d'un déclin du secteur? Lionel Friedfeld nous répondra. On revient aussi dans cette édition sur cet accord historique signé en Égypte hier. 26 pays africains unis par le libre-échange. Est-ce vraiment un tournant pour le continent de toutes les promesses? On y regarde de près avec Thierry Barbeau. Et puis comme chaque jeudi, Eric Lewin nous fera partager son avis d'expert sur l'évolution des marchés financiers. Coup de projecteur dans un instant sur la hausse des taux obligataires européens. Pourquoi maintenant et pourquoi autant? Ce sera juste après l'essentiel de l'info. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Tour du monde, avant tout cela, de ce qui fait l'actu économique. La Grèce à la une, avec des images d'abord du ministère des Finances ce matin à Athènes, occupé, vous le voyez, par des manifestants communistes qui ont tenté de bloquer l'accès au personnel. Ils craignent de nouvelles concessions du gouvernement en vue d'un accord avec les créanciers du pays sur une aide financière. Et hier, Alexis Tsipras, le Premier ministre, rencontrait Angela Merkel et François Hollande à Bruxelles. Tous ont convenu d'intensifier l'effort pour parvenir au compromis. Les pourparlers avec les trois institutions doivent continuer. Le but est de maintenir la Grèce dans la zone euro. Mon approche consiste toujours à dire que si on veut, on peut. Mais le travail doit se faire avec les trois institutions et chaque jour compte. Et à noter la réouverture ce jeudi de la télévision publique grecque ERT 2 ans après sa fermeture pour cause d'austérité. C'était l'une des promesses du parti. Syriza, en marge des discussions avec la Grèce, Bruxelles accueille hier les chefs d'État de la CELAC, communauté de l'Amérique latine et des Caraïbes. 2 jours de sommet autour de la coopération économique, du développement durable ou encore du climat. 230 milliards de dollars d'échanges entre les deux zones l'an dernier. L'Europe est aussi le premier investisseur étranger dans cette région. Certains croient à une main invisible pour atteindre l'efficacité, la justice et le développement. L'histoire a montré qu'il faut des mains bien visibles, des actions collectives et la volonté explicite des sociétés pour bâtir un monde meilleur des deux côtés de l'Atlantique. Cap sur le Royaume-Uni. George Osborne, fraîchement reconduit à son poste de chancelier de l'Échiquier, ministre des Finances, a prononcé hier, vous le voyez, son discours sur l'état de l'économie britannique. 2 annonces phares à retenir. D'abord, le désengagement de Londres, de la banque RBS, 7 ans après sa nationalisation suite à la crise des subprimes. Et puis ce projet de loi inédit, forcer les futurs gouvernements, et l'actuel bien sûr, à boucler des budgets excédentaires. L'État devra donc dépenser moins que le montant total de ses recettes fiscales en période de conjoncture normale. Dans le budget, nous présenterons ce nouveau cadre budgétaire solide, en gravant cet engagement permanent à un surplus et à la responsabilité budgétaire que cela implique. Voilà, assainir les finances publiques. Allez, des nouvelles de Vladimir Poutine. Il était à Rome hier, visite chez le pape au Vatican, puis à Milan, rencontre avec Matteo Renzi, le chef du gouvernement italien. Une occasion de plus pour fustiger les sanctions infligées à son pays. Ces sanctions nous empêchent de travailler ensemble. Nous avons avec l'Italie des projets communs d'infrastructures et il est clair que les entreprises italiennes qui veulent y participer sont aujourd'hui bloquées par ces sanctions. Ouais, Moscou, grande puissance dont le monde a besoin selon Matteo Renzi. En bref, 2 informations. D'abord, la Banque mondiale qui réajuste à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour cette année. Plus 2,8% contre 3% annoncés en janvier. Et puis c'est symbolique, mais tout de même, grâce au schiste, les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de pétrole l'an dernier. C'est ce qu'indique le rapport annuel sur l'énergie de BP. Avec 11,64 millions de barils par jour en moyenne, Washington devance l'Arabie Saoudite et la Russie. Et puis en Corée du Sud, on s'inquiète du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, 10 victimes déjà, et des effets qui pourraient vite se faire sentir sur une économie qui tourne déjà au ralenti, avec la chute des exportations et de la demande intérieure. La Banque centrale a réagi ce jeudi en abaissant son taux de base à 1,5%. C'est un plus bas historique. Le comité a décidé d'abaisser le taux basique de 25 points de base en tenant compte des risques, y compris l'atonie des exportations et les conséquences de l'épidémie de coronavirus MERS.
Et direction les grandes places financières et des nouvelles des taux obligataires en zone euro. Un marché qui reste sous tension avec notamment l'incursion du taux d'emprunt allemand au-dessus de 1%, du jamais vu en 9 mois. Bonjour Eric Lewin. Eric, c'est toujours le même problème. On anticipe une meilleure conjoncture macroéconomique, croissance et inflation. Et du coup, les bons du Trésor sont moins attractifs. Mais ce qu'il faut bien comprendre, David, c'est que le quantitative easing en Europe commence à produire ses effets, tout simplement parce que l'économie repart dans la zone euro et surtout l'inflation est sur une trajectoire ascendante. On a eu un chiffre de 0,3% dans la zone euro le mois dernier. Dans ces conditions, il est illusoire de croire que les obligations vont rester à un bas niveau. On voit que depuis un mois et demi, il y a une vraie tension sur les taux. Le 10 ans allemand est passé notamment de 6 points de base à quasiment 1%, tandis que le 10 ans français est passé de 35 points de base à 1,3%. Cela devrait continuer tout simplement parce que ça s'améliore de jour en jour dans la zone euro, qu'il n'y a plus de risque de déflation. Et donc dans ces conditions, les investisseurs ont tendance à vendre les obligations, tout simplement parce qu'elles ne rapportent plus assez compte tenu des anticipations d'inflation. Ouais, la zone euro qui peut dire une fois de plus merci à la BCE et on dit merci Eric Lewin. On en parlait hier, cette fois c'est fait, c'est signé. L'Afrique se dote, en tout cas pour la moitié de ses États, d'un traité de libre-échange. 26 pays du continent, à la plus forte croissance dans le monde, vont faciliter leurs échanges au sein d'une zone dite tripartite. 625 millions d'habitants, 1200 milliards de dollars de PIB. Et pour le président égyptien Al-Sisi, hôte hier du sommet, l'événement est historique. Nous avons prouvé au monde aujourd'hui et à nos peuples avant tout notre volonté d'instaurer de meilleures pratiques et politiques nécessaires à la libération du commerce entre nos pays. Voilà, faire de l'Afrique la nouvelle attraction des investisseurs. On va interroger notre expert Thierry Barbeau, bonjour, directeur entre autres du site infoafrique-.com. D'abord, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce libre-échange? Est-ce que c'est un vrai pas en avant vers l'intégration économique du continent, d'après vous? Alors oui, bien sûr, c'est un pas absolument extraordinaire parce que l'objectif, c'est vraiment de stopper le protectionnisme et les barrières douanières en fait de cette région. Il faut savoir quand même que c'est 26 pays, c'est quasiment la moitié de l'Afrique, c'est 1000 milliards de PIB et une population d'environ 700 millions d'habitants. Donc on estime à peu près l'augmentation de 30% du commerce sur cette zone. En plus, elle bénéficie de l'association de pays les plus connectés, l'Égypte, le Kenya, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud. Donc on est avec un record pour l'Égypte de 50% de la population connectée. C'est le 18e au rang mondial. Donc bien évidemment, c'est véritablement une très grosse croissance. Et on peut, d'après vous, envisager à long terme une vaste union économique, voire monétaire pour l'ensemble de l'Afrique? Alors, c'est effectivement une chose qui a déjà été évoquée, qui avait été même anticipée à l'époque par Kadhafi pour avoir les États unis d'Afrique, mais à l'échelle du continent, sur 54 pays qui aujourd'hui se partagent le franc CFA, une partie le dollar kényan, le shilling, on a vraiment des monnaies qui sont très disparates à des taux différents, et puis aussi on a quand même des structures complexes au niveau des États avec des zones en conflit. Ça serait fantastique, mais aujourd'hui c'est peut-être un petit peu trop tôt. Je pense que des unions comme celui qui a été signé à Sharm el-Sheikh, plus une globalisation des échanges entre chacun des pays, c'est déjà un effort considérable. Avoir une union monétaire aujourd'hui, c'est envisageable pas avant une bonne dizaine d'années, je pense. Oui, un peu de patience tout de même. En tout cas, les choses évoluent. Merci beaucoup Thierry Barbeau pour ces précisions. Merci David. Et on en vient au grand dossier du jour. Les scandales se succèdent depuis plus d'un an maintenant autour des pratiques des plus grandes banques internationales. De la fraude fiscale au blanchiment ou même les produits financiers toxiques. Mais cela n'explique qu'en partie les mauvaises performances de certains grands groupes comme HSBC qui a annoncé cette semaine un plan drastique d'économie. Avant de parler avec notre analyste, Johanna Citruc revient sur les cas Deutsche Bank et HSBC. Regardez. Nouvelle zone de turbulence pour le secteur bancaire européen. Tout a commencé dimanche dernier avec la démission surprise des deux patrons de la Deutsche Bank. En cause, des résultats jugés médiocres et une succession de scandales. L'établissement doit actuellement faire face à quelques 6000 litiges. Fin avril, il a d'ailleurs écopé d'une amende de 2,5 milliards de dollars pour manipulation de plusieurs taux interbancaires.
La Deutsche Bank n'a pas eu la meilleure des réputations au cours des 3 dernières années. Elle est même considérée comme la banque à scandale. Et cette image doit être modifiée. C'est comme en politique. L'établissement veut une ardoise propre pour se débarrasser de tous ses problèmes. Et tout juste 2 jours après l'annonce de cette réorganisation, nouveau coup de théâtre. La banque HSBC, au cœur d'une affaire de blanchiment d'argent, a annoncé un plan de restructuration planétaire, avec entre autres la suppression de 22 à 25 000 emplois. Ça représente près de 10% de ses effectifs, sans compter les licenciements liés à la vente de ses filiales au Brésil et en Turquie. En tout, ce sont quasiment 50 000 employés qui sont menacés. Objectif : économiser au moins 5 milliards de dollars par an d'ici 2017. HSBC redirige ses ressources là où elle peut générer le plus de profits et de revenus pour la banque. Cela explique les pertes d'emplois qui se produisent en ce moment, mais ces emplois vont probablement être redistribués dans différentes juridictions. Par exemple, la Chine et l'Asie où les possibilités de croissance pour le futur sont plus importantes. D'après Reuters, en 2014, les principales banques européennes ont supprimé quelques 37 500 emplois. Depuis la crise, l'environnement a changé, le système a été durci, les règles ont été renforcées. Les grands groupes doivent à présent s'adapter, une adaptation qui leur coûte cher. De vastes défis qui attendent ce secteur. Et on va en parler avec Lionel Friedfeld. Bonjour. Bonjour David. Notre analyste financier. Alors d'abord Lionel, rien qu'en regardant ces derniers mois, les scandales, les affaires, est-ce qu'on peut dire que le secteur est en grave crise de confiance aujourd'hui? Alors effectivement, et notamment grâce, ou à cause surtout, des risques réglementaires, on l'a bien vu. Crise notamment sur le marché du Forex, mais également sur la manipulation sur le taux du Libor. Également les risques notamment par rapport au financement dans les pays en embargo. C'est près de dizaines de milliards en fait que notamment les autorités de régulation américaines, mais aussi anglaises, ont infligé à de nombreuses banques dans le monde. Et on retrouve toujours à peu près le même pool de banques, que ce soit HSBC, Crédit Suisse, BNP Paribas, Société Générale, JP Morgan, Royal Bank of Scotland. Alors effectivement, ces banques aujourd'hui doivent subir cette augmentation de risques, notamment qu'on dit de compliance, c'est-à-dire de conformité au marché, premièrement. Mais deuxièmement aussi, il y a un problème par rapport, notamment, elles doivent respecter des règles, notamment BAL 2, et notamment les stress tests, c'est-à-dire qu'il y a un minimum de capital dans les banques aujourd'hui. Et aujourd'hui, effectivement, les banques vont devoir et doivent évoluer. Donc plus d'encadrement et ça ne se fait pas facilement, on imagine. Alors effectivement, plus d'encadrement, mais surtout, on l'a vu, HSBC, qui avait un petit peu comme Citibank eu en tout cas une ambition d'être une banque universelle et globale, aujourd'hui réduit ses ambitions, parce que comme Citibank notamment, qui avait vendu une partie de ses activités au Japon, HSBC qui historiquement a été créé il y a 150 ans à Hong Kong, et d'ailleurs c'est le H de HSBC, le S étant Shanghai, avait justement déplacé son headquarters, notamment de Hong Kong en 1993, de Hong Kong à Londres, et aujourd'hui le management pense le redéplacer à Londres, notamment pourquoi? Pour redéployer en fait la banque en Asie. Plus centralisé, mais surtout parce que la banque HSBC, par exemple, réalise près de 37% de son chiffre d'affaires, notamment en Asie, mais avec 78% de la croissance. Ouais, et vous pensez globalement, pour le secteur bancaire, l'âge d'or est révolu? Est-ce que c'est un secteur qui créera moins d'emplois, moins de croissance ces prochains Alors, l'âge d'or n'est pas révolu, c'est simplement une évolution du modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a notamment une réduction, on voit partout, des banques d'investissement. En général, il y avait la banque d'investissement, l'investment banking, la banque de retail et l'asset management, la gestion notamment que ça peut être banque privée, mais également la gestion d'actifs. Et aujourd'hui, cette redistribution du modèle va changer pour s'adapter au contexte international. Merci beaucoup Lionel Friedfeld pour ces éclairages. On va passer tout de suite au Media Watch. Et une revue de presse consacrée à Manuel Valls. On parle évidemment de ce déplacement à Berlin la semaine dernière avec vous, Johanna Sittruck. Bonjour. Bonjour David. Alors le Premier ministre va rembourser son billet d'avion pour la finale de la Champions League. Oui, la semaine dernière, donc Manuel Valls s'est servi d'un avion gouvernemental pour se rendre donc en Berlin en famille afin d'assister donc à la finale de la Ligue des Champions. Pour se justifier, eh bien, le Premier ministre clame depuis le début qu'il s'agissait en fait d'un voyage officiel. Pourtant, ce jeudi matin, il a fini par céder à la polémique. Il a annoncé qu'il rembourserait donc une partie du coût de ce déplacement. Il assumera la prise en charge de ses 2 enfants, donc 2 500 €. Alors ça sonne quand même peut-être la fin de la polémique. Une question quand même, comment sont pris en charge les déplacements des ministres? Alors c'est l'objet d'un article du Figaro. Selon une charte qui a été signée donc juste après l'élection de François Hollande en 2012, seules les dépenses qui sont directement liées à l'exercice des fonctions sont prises en charge par l'État, sauf
pour le président et pour le Premier ministre. Évidemment, sinon c'est trop facile. Le problème, c'est que même lorsqu'ils prennent un vol commercial pour un voyage privé, eh bien, ils doivent être suivis de leur staff, de leur personnel, mais aussi d'un avion vide en cas de déplacement improvisé. Du coup, pour faire des économies, eh bien, tout le monde monte dans le Falcon du gouvernement. Ensuite, le président ou le Premier ministre paye l'équivalent d'un billet classique pour lui et pour sa famille, pour ses proches. Le tout est de savoir maintenant si le voyage de Manuel Valls était vraiment effectué à titre professionnel. Je vous rappelle qu'1 heure de vol avec l'avion qu'il a utilisé, le Falcon 7X, ça coûte plus de 4700 €. Et en tout cas, Johanna, certains se sont bien amusés de cette affaire, notamment une société de location de voitures très connue. Oui, surfer sur l'actualité pour se mettre en avant, c'est la spécialité de l'agence de location de voitures Sixt. Parmi ses principales victimes, on compte notamment François Hollande, Nicolas Sarkozy, Dominique Strauss-Kahn ou encore Jean-Marc Ayrault. Et cette occasion était trop belle, donc le loueur n'a pas hésité à sortir une nouvelle pub qui invite donc le Premier ministre à emprunter un véhicule familial pour éviter les turbulences. Voilà, c'est de bonne guerre, on peut le dire. Merci beaucoup Johanna, et à très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient très vite sur i24 News et la suite de vos programmes et de l'info. C'est dans un instant, restez avec nous.